tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le sacre des Bleus, ils ont réalisé l'exploit ramenant de Russie un deuxième titre de champion du monde. Tout un pays à la tête dans les étoiles. Ces 2 étoiles inscrites à jamais dans l'histoire du football français. Les héros sont attendus sur les Champs-Élysées. Vous le verrez dans un instant. Les joueurs seront reçus ce soir par Emmanuel Macron à l'Elysée. Les politiques unanimes ont salué cette performance exceptionnelle. Au Sénat aussi, on a rendu hommage aux champions du monde. Toutes les réactions sont à suivre. L'actualité parlementaire, c'est aussi la loi logement qui arrive en examen au Sénat. En commission, le texte a été réécrit afin de placer les collectivités locales au cœur de l'aménagement urbain et de la construction. La séance et le débat dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Trami. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les Bleus sont donc champions du monde. Ils l'ont fait et ils sont attendus en véritables héros cet après-midi sur les Champs-Élysées. La foule est au rendez-vous. Vous le voyez sur ces images tournées par Adrien Develay. Quelques réactions des supporters à son micro. Écoutez. 20 ans, hein. On a pris 20 ans. Voilà, mais après on retrouve un petit peu l'ambiance où tout le monde est euphorique. C'est quand même superbe de vivre un événement aussi joyeux, quoi. C'est quand même important d'avoir cet événement et puis de le marquer, quoi. Ce soir c'est la fête. On va fêter ça et on va fêter ça encore une semaine, un mois, pendant 4 ans en fait. Champion du monde. Voilà, c'est magnifique. La deuxième fois, 98, on était petits. Et là, 2018, on est grand maintenant, on est là pour tout casser. On est là pour foutre le bordel. Allez, on va voir les joueurs en vrai, ça va faire plaisir, on va fêter ça tous ensemble. On a besoin en ce moment, on a besoin d'être tous rassemblés et ça fait du bien en fait. Voilà, ça fait du bien un peu de gaieté et de bonheur. Voilà, on en a besoin. Et c'est donc la consécration pour cette équipe de jeunes joueurs et leur entraîneur plus capé, le sélectionneur Didier Deschamps. Des millions de Français ont fêté cette belle victoire dans un moment d'unité nationale. Et les réactions politiques sont aussi nombreuses. Cécile Sixou. Après la victoire des Bleus au Sénat, ça roule. Ce matin, les sénateurs saluent l'exploit de l'équipe de France. Magnifique, c'est indescriptible la joie. Bravo les Bleus. Bravo Deschamps, bravo aux joueurs. J'ai ressenti, comme je pense la plupart des Françaises et des Français, un immense bonheur, une très grande joie, beaucoup d'émotions. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir que tout le peuple français s'est finalement habillé d'un drapeau tricolore et qu'il se sent aujourd'hui champion du monde. David Assouline, fan de foot, a vécu le match en fan zone et a traversé Paris en fête sur son vélo, comme on le voit sur ces images. Eh ben, cette traversée de Paris en fête, en liesse, génial. On s'en souviendra du 15 juillet 2018. Il y avait une espèce de force, de solidarité, les gens qui se parlent pas normalement, qui s'embrassent, qui se racontent des choses de tous âges et de toutes les couleurs. Pluie de réactions aussi sur Twitter dès la fin du match. Gérard Larcher, le président du Sénat, félicite l'équipe de France. C'est tellement beau pour la France et les Français, tout comme Bruno Retailleau, fier de son équipe. L'ancien président François Hollande rappelle que ce bonheur doit être mis au service de l'unité et de la cohésion nationale. Un message à Emmanuel Macron dont le timide merci sur Twitter contraste avec son explosion de joie après le premier but de l'équipe de France et sa séance de coaching dans les vestiaires. Vous avez mouillé le maillot, vous étiez fiers du pays, vous avez porté tout le pays. Le président recevra les joueurs à l'Elysée en fin d'après-midi. Et première réaction au Sénat avec vous, Saveria Rojek. À vos côtés, c'est l'ancien ministre des Sports, le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Absolument, ancien ministre des Sports. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Votre réaction après cette victoire, cette nuit de la joie, des larmes, de l'émotion, ça fait du bien? Ça fait du bien pour le pays, naturellement, pour voilà, toute cette jeunesse qui s'est très mobilisée tout au long de cette compétition qui a duré plus d'un mois. Et puis voilà, une sortie en apothéose après un match
incroyable, je dirais même improbable, et qui nous a fait quand même quelques frayeurs. On le voit depuis hier, les mots République, les mots unité nationale, ça renforce l'unité nationale. Est-ce que ça peut durer, ce sentiment? Écoutez, ne demandons pas à un match de foot, fut-il la finale de la Coupe du Monde gagnée par la France, de régler tous les problèmes de la société. Nous le savons bien, mais ne gâchons pas notre plaisir. Voilà, il y a un mouvement de foule, un mouvement de masse très positif. Les gens se parlent, s'apprécient, se respectent, acceptent leurs différences. Profitons-en. Néanmoins, voilà, l'été arrive, il y aura une rentrée qui sera économique et sociale. Nous aurons d'autres sujets à évoquer, mais pour l'instant, c'est la France qui a gagné. Mais néanmoins, quels peuvent être les effets à long terme de cette victoire? Est-ce que ça peut jouer durablement sur le moral des Français, sur la consommation, sur la confiance? En tant qu'ancien ministre des Sports, et je suis là pour cela aussi aujourd'hui devant vous, je sais que le sport a un rôle majeur dans l'économie de notre pays. C'est un élément très important, certes d'union nationale, mais aussi quand on fait des stades, quand on porte de grands événements sportifs en France, quand on exporte notre savoir-faire à l'étranger, eh bien c'est l'excellence française qui est en jeu. Donc cette finale gagnée nous oblige à donner plus de moyens au sport. Et j'espère que Mme Flessel aura les moyens l'année prochaine de sa politique. Je n'en suis pas totalement certain. Une dernière question avant de passer la parole à Philippe Dallier, qui est juste à côté de vous et qui vous attend pour réagir. Une dernière question. François Hollande a réagi, il a dit: cette deuxième victoire, deuxième étoile, prouve qu'on peut gagner 2 fois. Message caché. Le président est facétieux, 2 fois, 3 fois, pourquoi pas. En tout cas, il était devant cette télévision, je puis vous l'affirmer. Il a réagi d'ailleurs hier soir sur d'autres chaînes. Et il a eu un mot un peu d'ironie sur la pluie. Voilà, la pluie peut frapper tout le monde, y compris les présidents d'exercice. Très bien, merci Patrick Caner, et j'accueille donc Philippe Dallier. Philippe Dallier, juste à côté. Autre grand spécialiste, grand amateur de football. Pas du tout. Pas du tout. Votre réaction après cette victoire, ça fait du bien? Oui, ça fait du bien parce que ça a été un moment formidable. L'immense majorité des Français étaient devant leur poste de télévision. Comme je l'étais il y a 20 ans, pas devant le poste, mais j'étais dans le stade d'à 20 ans. J'avais eu cette chance-là, et voilà, on a revécu hier un de ces moments tout à fait exceptionnels de communion nationale et puis de grande fierté d'être français. Il va y avoir une génération 2018, comme il y a eu une génération 98. Probablement. Je crois qu'en plus, on a une équipe qui est très jeune, beaucoup plus jeune en moyenne que n'était l'équipe de 98. Voilà, donc j'espère que ces jeunes-là, qui ont beaucoup de talent, eh bien, vont entraîner une génération derrière eux. C'est important qu'ils mettent en avant les valeurs de la République. Ils l'ont fait à plusieurs reprises et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Et voilà, si ça pouvait nous aider. Alors, comme l'a dit Patrick Caner, bien évidemment, ça ne va pas tout résoudre. Il y a des problèmes dans notre société. Il va falloir les traiter. Mais en tous les cas, voilà, on a partagé un grand moment de bonheur et de fierté. C'est très bien. Mais justement, ces mots qu'on a beaucoup entendus, qu'on entend beaucoup dans la bouche des Bleus, la France, la République, la fierté d'être français, ça compte? Ça va compter? Ça veut dire quoi? Bien évidemment que ça comptait. Et d'ailleurs, si on se reporte 20 ans en arrière, on avait l'impression que c'était un peu nouveau de communier avec, on disait à l'époque, une équipe black, blanc, beurre. Bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. En tous les cas, en France, quand on est citoyen français, c'est qu'on partage les mêmes valeurs, peu importe nos origines, peu importe de croire en Dieu ou pas. L'idée, effectivement, c'est que cette nation, elle s'incarne. Et là, on a une génération qui porte avec des footballeurs qui, effectivement, disent des paroles fortes, et c'est très bien ainsi. Mais encore une fois, ça ne réglera pas tout. C'est vrai qu'hier soir, il y a eu quelques incidents, et même au-delà d'incidents sur les Champs-Élysées et ailleurs. Voilà, ça c'est aussi inquiétant. Donc c'est tout cela qu'il faut prendre en compte, mais regardons ce qui est positif et ce qui nous a rassemblés hier. Les Bleus vont être reçus d'ici quelques heures. Maintenant, ils vont atterrir en France. Ils vont être reçus d'ici quelques heures à l'Élysée pour une réception. Ils vont recevoir la Légion d'honneur, un titre amplement mérité. Oui, très amplement mérité. Ils sont un exemple justement pour ces jeunes de banlieue que vous connaissez bien? Bien évidemment qu'ils sont. Vous savez, moi aussi j'ai grandi à Bondy, comme Mbappé. Mais bien sûr qu'ils sont un exemple. D'abord, ils sont la démonstration qu'on peut, dans ce pays, parvenir au plus haut sommet. Alors, ne rêvons pas, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, mais ça permet quand même de démontrer à ces jeunes que quand on a du talent, quand on bosse, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière tout cela, eh bien, on peut également s'en sortir. Voilà, c'est tout cela qu'ils portent et qu'ils incarnent. Et bon, eh bien, tant mieux. Dernière question, Emmanuel Macron, il a décidément beaucoup de chance, il a la baraka. Écoutez, il se trouve au bon endroit, au bon moment. Hein, on va dire les choses comme ça, parce que c'est d'abord l'équipe de France qui a fait le boulot. Collectif, Maintenant, effectivement, un travail absolument collectif. Maintenant que le président de la République se soit trouvé en Russie, qu'il reçoit les joueurs, tout ça est absolument normal.
Très bien. Merci Philippe Dallier. Merci beaucoup pour cette réaction. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on va prendre à présent la direction de l'hémicycle puisque les sénateurs ont terminé d'examiner le projet de loi sur l'avenir professionnel. Et Tam Tranuy, il a été également question de la Coupe du Monde dans l'hémicycle ce matin. Et oui, Delphine, en ce lundi matin, où les sénateurs se sont donc sagement remis au travail à 10h pour terminer les débats sur le projet de loi Avenir professionnel, certains ont tenu à rendre hommage aux Bleus, chacun à sa façon, vous allez le voir, à commencer par la présidente du groupe CRCE, Éliane Assassi, ce groupe majoritairement communiste. Elle a commencé par interpeller ses collègues en s'étonnant qu'on ne félicite pas plutôt dès l'ouverture de la séance les Bleus pour leur victoire. Écoutez tout d'abord son interpellation et les réactions de ses collègues. Juste un mot avant de défendre mon amendement pour m'étonner quand même qu'en ce début de séance, personne ici n'ait salué l'exploit de notre équipe de France qui depuis hier soir et pour la seconde fois est championne du monde. Et cette victoire, on l'a vu, suscite un formidable élan populaire et je pense qu'il mérite d'être relevé ici dans une des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire de la représentation nationale. Pour la célébration de cet événement, moi je l'ai fait en mettant une cravate bleu, blanc, rouge. Comme on en est à l'égalité entre les hommes et les femmes, on peut aussi souligner que l'équipe de France de foot féminine avait aussi eu de bons résultats et que du coup on peut considérer que nous sommes à égalité. Voilà, nous sommes à égalité en la matière, peut-être pas à égalité salariale d'ailleurs, parce que à mon avis on doit avoir quand même quelques sponsors qui sont bien différents. Mais ça fera sans doute l'objet d'un prochain texte de loi. Chacun son style, donc Éliane Assassi dans la revendication, Thani Mohamed de Swali, vice-président du Sénat avec son discret clin d'œil vestimentaire, et Frédéric Puissat qui n'oublie pas du tout son rôle de rapporteur sur le texte. Et oui, la matinée a été consacrée à la question de l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. D'ailleurs, les amendements du groupe socialiste ont été très largement portés par Laurence Rossignol, l'ex-ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Beaucoup d'amendements, peut-être même un peu trop vu son état de forme. Écoutez Laurence Rossignol. On réduit à 1 an le délai de préemption, non, j'ai un mot. Prescription, merci. De prescription, le délai de prescription. On est tous un peu fatigués quand même après la victoire. On n'a pas été tous très raisonnables hier soir, je crois. À sa décharge, la séance n'était pas du tout à cette image. Laurence Rossignol a défendu beaucoup d'amendements. Il y avait de quoi s'y perdre. Mais sachez que dans l'ensemble, les sénateurs se sont bien attelés à la tâche, puisqu'ils ont finalement adopté ce projet de loi dans une version largement modifiée par le Sénat. Bref, la Coupe du Monde est bien terminée, mais le marathon législatif au Sénat, lui, se poursuit. Merci Tam, et effectivement on va le voir dans un instant. Et quoi de mieux qu'un petit déjeuner au Sénat pour célébrer cette victoire. Des jeunes qui avaient trouvé 4 000 € et qui ont décidé de rendre cet argent à la police ont été conviés ce matin par le socialiste Xavier Iacovelli. Le sénateur leur a ensuite remis la médaille de la citoyenneté pour saluer la bonté de leurs gestes. Quentin Calmé. Félicitations. Eux aussi sont désormais médaillés, distingués ce matin pour leur acte citoyen de la semaine dernière. Regardez, la belle médaille de la citoyenneté du Sénat. Ces 7 adolescents, tous originaires du même quartier de Suresnes, ont eu les honneurs du Sénat. Ils étaient invités avec leur famille à visiter le Palais du Luxembourg. Le dernier épisode d'une aventure rocambolesque, car vendredi dernier, c'est lors d'un banal trajet en RER que les jeunes découvrent un sac en plastique abandonné. À l'intérieur, plus de 4 000 € en petites coupures, le petit groupe hésite. Bien sûr, ça nous est passé par la tête de les garder, de les partager, mais après, voilà, on a appelé, moi j'ai appelé mon grand frère, il y en a qui ont appelé leurs parents, on a réfléchi, on a beaucoup réfléchi, après on a décidé de les rendre à la police. Assez impressionnés, aujourd'hui, ils réalisent progressivement la portée de leur acte. Il y a le sénateur qui nous a invités à prendre un petit déjeuner. Ça nous fait plaisir de voir que de la reconnaissance derrière le geste qu'on a fait. Un geste salué aussi par les familles de ces jeunes. Je me dis que j'ai réussi son éducation et puis j'en suis très fière. Le sénateur à l'origine de l'invitation, c'est Xavier Iacovelli, élu PS des Hauts-de-Seine. Il a lui aussi grandi dans la même cité que ces jeunes. Avant que je sache qu'ils étaient du quartier de la Cité Jardin de Suresnes, j'ai posté donc un commentaire sur Facebook, et donc les commentaires disaient « Ah bah au moins on est sûr que c'est pas des gens de la Cité Jardin, que c'est pas des jeunes de la Cité Jardin ». Eh bah pas de chance, c'est justement le quartier populaire de Suresnes qui est mis en avant, et je trouve que c'est un beau clin d'œil à tous ceux qui pensent que dans les quartiers il n'y a que de la délinquance.
Des jeunes qui ont fait la une de l'actualité ce week-end et qui espèrent que leur acte inspirera d'autres Français. Et on en vient maintenant à l'examen de la loi Elan, puisque Tam Tranui le disait à l'instant, l'agenda parlementaire est bien chargé pour les sénateurs en cette fin de session. À peine la réforme de l'apprentissage votée, c'est donc à cette loi Elan qu'ils se sont attaqués en début d'après-midi. Tam, quels en sont les enjeux ? Eh bien écoutez, on peut parler du début de cette discussion générale avec un débat qui a débuté par la longue intervention du ministre qui porte ce texte, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Près d'une heure pour expliquer le projet de loi du gouvernement. Son premier objectif, dit-il, simplifier, libérer, protéger, mais aussi redonner confiance aux constructeurs. D'emblée, le ministre a tenté d'apaiser la colère naissante des sénateurs qui craignent de ne pas discuter correctement des 1000 amendements qui ont été déposés sur ce texte. Lui, qui est l'un de ceux qui a la plus longue expérience parlementaire au gouvernement, a tenté de rassurer ses ex-collègues. Écoutez Jacques Mézard. Comme je l'ai déjà dit à vos collègues députés, il serait malvenu de ma part de contester la procédure parlementaire et plus encore le droit d'amendement, droit dont j'ai pu user largement, sans trop en abuser, me semble-t-il, dans les années précédentes. Après cette longue intervention, c'est la rapporteure LR Dominique Estrosi Sassone qui a pris la parole pour la Commission des affaires économiques. Elle a tout d'abord rappelé qu'elle était tout à fait d'accord avec les objectifs du texte, construire plus, mieux, moins cher, améliorer le cadre de vie, répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale. Difficile de faire moins consensuel, s'est-elle d'ailleurs exclamée. Elle partage même le diagnostic du gouvernement sur la crise du logement. En revanche, elle n'est pas du tout satisfaite par les solutions proposées, par la copie qui est rendue. Écoutez Dominique Estrosi Sassone. Le projet de loi est clairement travaillé par ces valses-hésitations constantes entre décentralisation et recentralisation. Deux visions antagonistes le portent au risque de conduire à un produit hybride fait de compromis multiples et d'incohérences absolues. Et vous entendez Dominique Estrosi Sassone, l'ensemble du Sénat est à l'image de la rapporteure puisqu'elle a très profondément amendé ce texte, 1000 amendements je le disais, pour redonner la place aux collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques locales de l'habitat, plus particulièrement aux maires, ou encore pour revoir la politique du gouvernement en matière de logement social. Les discussions s'annoncent donc longues et tendues dans l'hémicycle. Merci à vous, Tam. Et vous le disiez à l'instant, le Sénat a donc réécrit la version gouvernementale pour donner la main aux collectivités territoriales dans les choix urbanistiques. Les explications de Marie Brémaud. Pour les sénateurs, le projet de loi qui arrive aujourd'hui en séance est une tentative de recentralisation de la part de l'État. Il s'agit de la loi Elan qui concerne l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Avec le millier d'amendements déposés, la Haute Assemblée compte réaffirmer la place des collectivités locales dans la mise en œuvre des politiques de l'habitat. C'est la raison pour laquelle on a réintroduit l'avis conforme des maires sur toutes les grandes opérations d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle aussi on a facilité les constructions dans les territoires ruraux et dans les territoires littoraux, parce que c'est une grande attente de la part des élus locaux, sans que pour autant on nous fasse le procès de vouloir porter atteinte par exemple à la loi littorale. Autre volonté du Sénat, assouplir l'application de la loi SRU qui impose notamment l'objectif d'au moins 25% de logements sociaux en 2025 dans chaque commune de 3500 habitants. Donc nous proposons de desserrer le calendrier, nous proposons de prendre en compte un nouveau calendrier pour les communes qui sont nouvellement éligibles. Les anciennes communes ont eu beaucoup de temps pour arriver aux 25%. Les nouvelles communes se voient confrontées à des objectifs de calendrier qui sont intenables. Et nous allons proposer des expérimentations également où nous remettons là aussi les élus locaux au cœur de la décision. Avec ces propositions, les sénateurs espèrent marquer ce texte, même s'ils redoutent le passage en force du gouvernement. L'exécutif a en effet déposé il y a quelques jours 40 amendements de suppression des dispositifs votés en commission au Sénat. Et on retourne à la salle des conférences pour une nouvelle réaction avec vous. Saveria Rojek, vous êtes avec le sénateur Patrick Chaize. Il est rapporteur pour avis de ce projet de loi.
Bonjour Patrick Chaise. Bonjour. Rapporteur pour avis sur cette loi Elan. Quelle est votre position sur ce texte? On sait que les sénateurs ont notablement modifié ce texte. Oui, alors en fait, d'abord c'est un texte qui a beaucoup évolué puisque de 65 articles à l'initiale du gouvernement, on est passé à plus de 160 et puis on a encore eu des ajouts dans les commissions. Et 1000 amendements. Et 1000 amendements à examiner en séance, dont déjà plus de 900 en commission. Ça veut dire que globalement, il y a une attente qui est donc collective sur tous les sujets. Je viens d'évoquer en discussion générale auprès des ministres que finalement c'était une loi qui devenait quelque chose d'énorme et à qui posait une question de cohérence entre tous les sujets qu'on a voulu mettre dans cette loi. Les sénateurs ont voulu notamment maintenir, préserver le rôle du maire dans les décisions concernant l'urbanisme et l'habitat. Oui, c'est l'ADN du Sénat, je veux dire, quelque part, que de défendre bien sûr la position du maire et les intérêts du maire, mais de le faire de façon équilibrée, parce que je pense par exemple dans le numérique à des points qui permettront de la simplification et l'accélération de certaines choses qui font que le maire est au cœur du système et prend les responsabilités peut-être de façon plus importante encore, notamment par rapport à l'avis des ABF, qui est un sujet, qui sera un sujet de discussion au cours des débats. En ce qui concerne la loi SRU, l'objectif de 25% de logements sociaux en 2025, cet objectif a été assoupli, c'est un recul? Non, je ne pense pas que ce soit un recul. Je crois que là aussi, on ne peut pas, dans les débats parlementaires, considérer qu'il y a des totems qu'on ne peut pas toucher. Parce que sinon, ça veut dire que finalement, il n'y a pas besoin de débat parlementaire. Le temps passe, les choses évoluent, l'expérience est aussi là pour nous apporter les points sur lesquels on a besoin d'assouplissement. Et on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et dans ce qui ne marche pas, eh bien, il faut aller chercher des améliorations. Donc, sur la loi SRU, c'est le cas. Faire reculer le logement social, la loi SRU, est-ce que c'est vraiment le signal que veulent envoyer les sénateurs et le gouvernement par ce texte? Pas du tout. Je crois que quelque part, c'est démontrer que pour atteindre des objectifs, il faut le faire avec les remontées de terrain, avec la réalité du terrain, et qu'on a beau tout décréter, tout décider, si concrètement, sur le terrain, on ne peut pas le mettre en place, ça ne sert à rien. Très rapidement, en ce qui concerne toujours le logement social, une des principales mesures de la loi, c'est de passer de 8 000 à 40 000 logements sociaux vendus par an. C'est une attaque en règle contre le logement social, là encore ? Là, c'est pareil, c'est-à-dire que quelque part, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. C'est aussi donner la possibilité à certains foyers de pouvoir accéder à un logement. Vous allez dans le sens, vous, de cette mesure du gouvernement? Alors, quelque part, c'est pas ma spécialité. Vous le savez, moi, je suis sur l'aménagement du territoire et principalement sur le numérique. Mais globalement, ça ne me choque pas que d'avoir effectivement ce genre d'évolution. Très bien, pragmatisme donc. Pragmatisme. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Merci à vous, Saveria. Et on va prolonger ce débat sur la loi Elan avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Viviane Artigalas. Bonjour, vous êtes sénatrice socialiste des Hautes-Pyrénées, secrétaire de la Commission des affaires économiques du Sénat. Face à vous, Alain Fouché, bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants, République et Territoire de la Vienne et vous êtes le vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Bienvenue à tous les deux. C'est un texte très dense qui est examiné cet après-midi et puis cette semaine au Sénat. On le voit, Viviane Artigalas, il relève à la fois de la construction de logements, des permis de construire, des normes, de l'habitat social, des rapports locatifs jusqu'au syndic de copropriété qui pourrait être transformé. Et on a entendu cet après-midi parler d'un manque de cohésion, de cohérence dans ce texte qui pourrait aboutir finalement à un produit hybride. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je pense que c'est un texte comme beaucoup de textes que nous avons en ce moment au Sénat, un texte un petit peu fourre-tout où on essaie de régler des problèmes qui sont complètement différents et on risque de passer à côté des vrais problèmes qui se posent sur la question du logement. Vous remarquerez, vous avez cité différentes thématiques qui sont dans ce texte, mais il y a aussi les hébergements touristiques. Bon, ça c'était important, il était important de compléter ce travail qui avait déjà été fait, la loi Allure et avec pour une République numérique, pour effectivement faire en sorte que les logements touristiques ne pénalisent pas la production de logements sociaux et de logements permanents. Donc je crois que
il y a des sujets importants, mais effectivement, ils peuvent passer un petit peu à côté des choses très importantes que nous aurions souhaité. Et puis surtout, je crois que le délai très court que nous avons pour examiner ce texte ne va pas permettre encore une fois des débats suffisamment approfondis pour aller au fond des choses. Alors on va y venir sur ce point dans un instant. Alain Fouché, est-ce que vous croyez à ce fameux choc d'offres que veut créer le gouvernement par ce texte? On sait que les professionnels de l'immobilier, eux, n'y croient pas. Écoutez, c'est un texte qui a besoin d'exister parce que depuis ces dernières années, le dernier gouvernement a baissé d'une façon considérable le nombre de logements locatifs. Par rapport à ce qu'a fait Sarkozy, on l'a baissé de moitié. Donc c'est vraiment catastrophique. Il y a une demande de plus de 2 700 000 logements locatifs. Alors qu'on veuille faire un texte là-dessus, il y a des choses qui sont bien, je peux les dire, mais il y a des choses qui ne sont pas bien. Vous les commencez par quoi? Les choses qui vont bien. Aujourd'hui, en ce jour, en ce lendemain de victoire des Bleus à l'inflation. Les choses qui vont bien, ils veulent faire des logements sociaux moins chers. Bon, ok, faire un plus grand nombre, moins cher. Simplement, c'est que le moins cher, ça veut dire que aujourd'hui, on est en train d'enlever tout le côté handicapé. C'est-à-dire que sur un certain nombre de logements collectifs, on enlève il n'y aura pas de crédit et il y aura des logements locatifs où il n'y aura pas d'accès handicapé. Il y a là Ça, c'est une des conséquences de cette simplification des normes qui est dans ce texte? Non, mais les handicapés doivent accéder dans des logements. Une personne accède dans un logement, elle n'est pas handicapée, mais au bout de 30 ans, elle est peut-être handicapée. Bon, ce qui est favorable aussi, c'est faciliter la vente aux locataires. Bon, ça, c'est sûr, mais on a obtenu que les choses se fassent en accord avec les maires, ce qui était auparavant, mais le gouvernement l'avait supprimé, mais le gouvernement va pomper au passage quand même 10% du prix de la vente. Il y a la lutte contre les vacances des logements, c'est une bonne mesure. Puis il y a des quantités de bureaux qui sont vides, qui vont être utilisés en logement. Il y a la création. C'est pas si simple, ça aussi. On viendra sur ce point. Transformer des bureaux en logements vacants. Les professionnels vous disent, que c'est trop compliqué techniquement, qu'il y a des obstacles. Mais justement, il faut faire des choses simples. Dans ce pays, on fait toujours des choses compliquées. Et puis il y a la création du bail mobilité, à la fois pour les étudiants, pour les apprentis, de 10 mois. Ça me paraît intéressant. Par contre, il y a des choses qui sont avant de venir à ce qui ne vous négatives. convient pas dans ce texte, Alain Fouché, on va accueillir Joël Labbé, puisqu'il faut quand même dire ce qui ne va pas. On ne va pas dire que ce qui va. On va effectivement parler de cela. Joël Labbé nous rejoint sur ce plateau. Il vient tout juste de quitter l'hémicycle où il était intervenu lors de cette discussion générale. Bienvenue à vous, Joël Labbé. Je rappelle, vous êtes sénateur écologiste, vous êtes rattaché au groupe RDSE, vous êtes sénateur du Morbihan. On parle de ce qui va et de ce qui ne va pas dans ce texte. Vous, quel regard portez-vous sur la philosophie générale de cette loi Elan ? Eh bien, alors il y a certaines avancées, on doit le reconnaître et on le reconnaît, mais il y a un certain nombre de sujets qui portent à inquiétude. Et alors on parle d'abord des avancées ou... Je vous laisse parler des avancées. Alain Fouché a fait la même chose. Donc, tout d'abord, il y a lieu, alors on a multiplié les lois et on n'arrive pas à trouver les solutions qui conviennent, donc il y a lieu de légiférer. Alors est-ce que c'est une... Ce n'est pas nouveau cette crise du logement, chaque gouvernement a sa loi justement pour répondre à la pénurie, à la saturation d'offres et à un prix de l'immobilier toujours aussi cher pour les Français. Tout à fait, et un mal logement qui est récurrent dans notre pays, et c'est inacceptable, sachant que le logement, c'est un droit humain fondamental. Alors le texte fait une grande confiance au privé, au libéralisme pour trouver les solutions. Donc déjà là, pour nous, cette question de droit fondamental fait que le droit, enfin l'urbanisme, le paysage, et aussi l'humanité, ces enjeux ne vont pas forcément, ces enjeux d'intérêt public ne vont pas forcément dans le sens de l'intérêt privé. C'est là où la puissance publique doit garder toute sa place. Pour nous, c'est une politique publique forte que l'on doit avoir, puisqu'il s'agit de le logement social, c'est du bien public, c'est du patrimoine. Alors, un bémol, par exemple, sur la question de la vente. Qu'il y ait un volet de vente annuelle de logement social, c'est une chose. Maintenant, là, on semble vouloir accélérer
pour donner de l'argent aux offices HLM qui vont en manquer. Mais là, on sent que le compte n'y sera pas à la fin. Donc, des inquiétudes aussi par rapport à cela. Julien Artigalas, c'est vrai qu'il y a surtout un choc du logement social que veut créer le gouvernement qui appelle le secteur à se restructurer. Il y avait eu cette conférence de consensus sur le logement au Sénat. Ça a été rappelé par Jacques Mézard. Ça a permis d'apaiser les choses, selon vous ? Oui, certainement, je crois que c'était important, mais la loi ne va pas tout à fait dans ce sens-là. En fait, moi, j'ai l'impression que l'objectif qu'on cherche, construire moins cher. Moi, je veux bien, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la qualité des logements sociaux. C'est ça que nous voulons. Nous voulons aussi que tous nos citoyens soient logés de façon correcte. Cette baisse c'est une question de coût. L'objectif des 10% de logements pour les personnes en situation de handicap, c'est pas acceptable non plus, parce que ça veut dire aussi que ça ne tient pas compte de notre démographie, que nous avons affaire à une population vieillissante. Donc, sur ces points-là, bien évidemment qu'il faut construire plus de logements. La dernière chose, sur la vente des logements sociaux aussi, la façon dont c'est fait, en permettant à Action Logement de vendre par lot et de vendre, ça peut entraîner de la spéculation. Vous passez de 8 000 à 40 000 par an. Voilà. Mais ça peut permettre aussi de la spéculation sur du logement social, ce qui n'est pas l'objectif. Quand ça se conjugue à ce que nous avons combattu lors de la loi de finances sur la fin de l'APL accession et la fin de l'aide à la pierre, on peut se dire aussi que ça ne va pas être l'objectif que les plus démunis puissent avoir accès à la propriété. Vous avez le sentiment que l'État se désengage, ça a été rappelé avec la fin des aides à la pierre, Alain Fouché, il compte du coup sur les bailleurs sociaux pour compenser ? Certainement, mais il se désengage sur beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on veut faire plus de logements locatifs. Il faut savoir que le gouvernement précédent avait pompé beaucoup d'argent sur les offices HLM. Tout ça en se basant sur ceux de Paris qui sont très riches, avec des grosses pubs partout. Dans mon département, dans la Vienne, ça s'appelle Habitat 86. Chaque année, il est pompé 1 800 000 €. Ça veut dire que l'office HLM ne construit que la moitié des logements qu'il construisait. Ça veut dire qu'il ne peut plus construire en milieu rural. Désertification du milieu rural, prix de l'essence, maintenant, comme le diesel, 80 km/h, etc. Tout ça fait que les gens n'habiteront plus dans le milieu rural, parce qu'il n'y aura plus de logements possibles, réalisables. Alors, il faut que l'État, s'il veut faire des choses, il arrête de pomper les offices d'HLM. Il pompe ceux qui sont riches. Ceux de Paris sont très riches, très riches. Les nôtres en campagne ne sont pas riches. Alors arrêtons de faire ça. Alors, Joël Labbé, c'est vrai qu'on demande aux bailleurs sociaux finalement de rénover les logements pour les rendre attractifs, pour après pouvoir les vendre. Ça ne va pas fonctionner, ça, selon vous ? Non, enfin, moi, j'y crois pas trop à cela. Sur le fait de ponctionner le logement social, parce que ça, c'est grave. C'est l'argent du logement qui est ponctionné. Alors s'il y a certains endroits où il y a véritablement de l'argent, il y en a d'autres où c'est extrêmement bien géré. Je peux parler de l'ensemble des départements bretons où véritablement les offices sont fédérés, travaillent intelligemment ensemble pour gérer extrêmement positivement l'argent public et optimiser la construction de logements. La nouvelle loi risque de mettre tout cela à mal. Et ce qui va bien, il faut véritablement pas aller le déranger, au contraire, l'encourager. Qui va acheter ces logements sociaux ? On a du mal à comprendre à qui ça s'adresse, aux classes populaires, aux classes moyennes ? Je crois que justement, il n'y a pas d'objectif. Justement, qu'on ne sait pas, on n'a fait aucune étude de marché, ni quoi que ce soit, pour savoir qui aurait accès à ces logements. On voit bien, moi je redis encore, l'APL accession, j'avais déposé un amendement dans ce sens-là et on a été nombreux. Je pense que ça ne va plus permettre à une certaine catégorie de population de pouvoir accéder à la propriété. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne vois pas quel est l'objectif. Je pense que ça n'a pas été prévu, encore une fois. Alain Fouché, la partie s'annonce difficile. Il y avait une forte demande. Moi, j'étais maire 25 ans, 30 ans. Il y avait une forte demande de gens qui souhaitaient, à un moment donné, après avoir passé 30 ans dans une maison HLM, acheter la maison. Bien sûr. Il y a quand même une forte demande. Après, on ne sait pas si les locataires auront les moyens. C'est ça le problème, puisqu'on sait que le monde HLM a été durement frappé, notamment Il faut savoir que sur le prix de vente, l'État pompera 10%. Vous l'avez rappelé, effectivement. Oui. Il y a eu cette diminution aussi, Joël Labbé, de 1,5 milliard d'euros des APL qui étaient accordés aux locataires. Ça, c'était un coup dur pour les HLM.
Mais tout à fait. Là encore, un coût qui est donné et derrière, donc c'est restreindre les budgets, restreindre les moyens, alors qu'il s'agit de politique publique. C'est là où qu'on veille à optimiser évidemment l'utilisation de l'argent public, c'est une évidence et c'est une nécessité. Qu'on aille ponctionner là où c'est nécessaire de ponctionner, mais sur l'ensemble du territoire national, je crois que le monde le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement HLM, gérait plutôt bien et mérite au contraire d'être conforté, d'être encouragé. Que peut faire le Sénat, Viviane Artigas, justement, par voie d'amendement pour rétablir cette situation? Qu'est-ce qui a été adopté en commission? Je crois déjà le fait d'abaisser le seuil de regroupement des organismes de logements sociaux de 10 000, je pense que c'est une avancée. Aussi d'abaisser le seuil de budget des organismes. Je crois que ce qu'il est important, mais Joël l'a dit, je crois que c'est vrai qu'on a cette manie de faire des lois qui s'appliquent exactement de la même façon sur l'ensemble de notre territoire. Or, moi je viens d'un département rural de montagne, les problématiques ne sont absolument pas les mêmes que celles de Paris. Moi j'étais à l'inauguration d'une résidence senior complètement accessible, qu'occupent pas forcément des personnes en situation de handicap, mais qu'on voit bien qu'ils pourront occuper. Et c'est un petit office HLM qui a fait ça, qui le fait, et qui se trouve ponctionné autant que ceux de Paris, alors qu'il n'a pas des ressources. Et du coup, là, on voit bien comment tout cet investissement en milieu rural va être pénalisé. Donc, effectivement, le Sénat, en proposant ces amendements, nous espérons qu'ils seront repris. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir aussi maintenir la capacité d'investir dans des logements de qualité pour tout le type de public, que ce soit des jeunes, que ce soit des publics en situation de handicap, que ce soit des personnes âgées, de pouvoir investir pour des logements de qualité. Et j'ai bien peur que ce regroupement des organismes HLM partout de la même façon pénalise ces logements de qualité. Alors avant de poursuivre ce débat, je vous propose de réécouter Jacques Mézard, ancien sénateur. Il est désormais ministre de la Cohésion et de l'Aménagement du territoire. On l'écoute. Nous voici devant la Haute Assemblée, ce qui est toujours pour moi un plaisir, avec l'honneur de vous présenter un texte qui a pour premier objectif de simplifier. C'est effectivement un texte de simplification et j'y reviendrai, mettant en objectif la volonté de libérer et de protéger. Faciliter l'activité dans la construction et la rénovation du parc bâti, redonner aussi confiance aux acteurs, aux constructeurs et accompagner une société en mouvement qui a profondément évolué ces dernières décennies, certainement de la manière la plus accélérée que l'on ait connue dans l'histoire, et cela ne va pas changer, au contraire. Je pense que les évolutions sociétales et technologiques que nous allons connaître dans les prochaines années vont être encore plus accélérées. Lutter contre les fractures territoriales, adapter des solutions de logement pour les plus démunis et fluidifier dans la mesure du possible les parcours résidentiels des plus fragiles. Je l'ai dit, la démarche globale inspirant l'ensemble du projet reste le pragmatisme et la simplification. La simplification d'un droit devenu de plus en plus technique, qui le plus souvent empêche, contraint, complique plutôt qu'il n'incite, qu'il ne rend possible ou facilite. Il suffit d'ailleurs de feuilleter le code de la construction pour se rendre compte qu'au fil des décennies, au fil des années, on est arrivé à construire une accumulation de textes qui n'ont plus rien à voir avec de la codification, mais à la multiplication de contraintes, de normes, parfois d'ailleurs contradictoires. Ceci étant, il ne s'agit aucunement de remettre en cause tous les fondements de notre droit résultant de l'œuvre de majorités successives. Chacune a fait ce qu'elle croyait devoir faire au moment où elle était en poste, mais pour nous de faciliter, d'accélérer l'action de ceux qui construisent, qui rénovent et qui aménagent, que ce soit les collectivités locales, les aménageurs, les bailleurs sociaux, les investisseurs, les promoteurs, les entreprises, les artisans. Tout cela pour essayer d'apporter le meilleur service possible à nos concitoyens, aux habitants de nos territoires. Je crois que c'est une véritable innovation
de rédiger un texte de loi qui n'ajoute pas de contraintes supplémentaires, mais qui, de manière pragmatique, lève des blocages. Et on continue le débat avec mes invités en plateau. Martha de Cidrac nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines et vous êtes architecte de profession. Merci d'être avec nous. On parle de la philosophie générale justement de ce projet de loi et on vient d'entendre Jacques Mézard parler de pragmatisme. Est-ce que c'est le mot que vous auriez vous aussi employé pour définir ce texte? Non, vous vous en doutez bien, ce n'est certainement pas ce que j'utiliserai comme qualificatif pour définir la loi Elan telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Et pour revenir très simplement sur, comme vous disiez, le contexte général, je pense qu'il faut qu'on s'interroge. La loi, le texte premier, 65 articles, 3000 amendements à peu près déposés par nos collègues députés, 300 à peu près retenus, et ça revient chez nous donc en lecture au Sénat. Il est évident que cela démontre, et puis ça ne peut qu'interpeller l'ensemble des acteurs des territoires, au premier lieu les élus locaux. Donc à ce titre-là, non, on peut trouver... Ça fait partie du débat parlementaire aussi Bien évidemment. Simplement, il faut se poser malgré tout la question, lorsque l'on veut des procédures accélérées, aller vite dans un certain nombre de réformes, avons-nous utilisé la bonne méthode et allons-nous dans le bon sens? Parce qu'en pleine période estivale, lorsque nous avons beaucoup de nos collègues qui ne sont pas là pour pouvoir eux aussi porter leurs propres idées et leurs propres ressentis de leur propre territoire, personnellement, ça m'interroge beaucoup. Et pourtant, Alain Fouché, je le disais, il y a eu cette conférence de consensus sur le logement, ça s'est tenu ici même au Sénat. Il n'en est rien sorti, ça n'a pas permis de déminer justement cette loi Elan? Donc tout ça, c'était un peu confus. Si vous voulez, bon, il y a des choses dans cette loi Elan qui sont intéressantes, vous qui êtes architecte, notamment le rôle des architectes des bâtiments de France sur les antennes relais, sur l'habitat indigne, insalubre, etc. Là, le maire pourra prendre la décision seul. Bon. Par contre, j'ai déposé moi un amendement parce que je trouve que les architectes des bâtiments de France vont beaucoup trop loin et qu'on bloque des quantités de dossiers que les maires peuvent régler eux-mêmes. Et ça c'est très dur. Vous voulez, ça va lancer le débat, ça, Alain Fouché, parce qu'il y a cette question. On est dans le débat. On est dans le débat. De même, j'ai déposé un amendement sur les éoliennes. Et il va revenir avec cet amendement. Aujourd'hui, c'est 500 mètres des habitations. On est dans l'habitat. Je demande que ça soit 1500 mètres. La commission a dit non, mais la commission a dit qu'on allait le revoir. Parce qu'à 500 mètres, c'est infernal. C'est pas beau, on met ça partout. Mais vous ne pouvez pas savoir, les maires sont démarchés, tout ça pour des histoires de fric. Le préfet signe un certain nombre. On est en train de défigurer la campagne. Vous entendez? Défigurer la campagne. Je veux réagir. Par des boîtes qui vont venir installer des éoliennes. Non, ce que je demande, moi, c'est des parcs d'éoliennes. Voilà. Mais pas n'importe où, pas dans tous les villages. Des parcs. Tu seras d'accord avec moi, des parcs. Alors, vous êtes d'accord, Joël Labbé? Moi, je défends pour l'essentiel un éolien décentralisé, citoyen, approprié par les citoyens. Alors, quand Alain, tu vas dire que c'est pas beau, c'est moche. Enfin, moi, je trouve que c'est beau, cet objet en mouvement dans le paysage. Là, on est dans le subjectif. Et alors, je connais. Il y a Musillac. Les habitations, c'est ce que dit Attendez. Alors, il y a un parc à Musillac et qui est là depuis 10 ans sur le Morbihan. Eh bien, il y a des habitations à moins de 500 mètres. Personne ne se plaint. D'abord, il faut faire attention. Effectivement, il faut faire attention au paysage. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de gêne pour l'habitat. Par contre, il ne faut pas aller non plus dans l'excès. Alors, si vous permettez... Des parcs, des plans. Voilà. Si vous permettez-moi, vous avez absolument, vous vous doutez bien, je ne peux pas être d'accord avec vos propos, chers collègues, parce que aujourd'hui, on dit qu'il faut donner la liberté aux élus pour qu'ils puissent éventuellement ne pas consulter, en tout cas consulter. Oui, on est d'accord. Mais moi, je dis une chose, ne chargeons pas la barque de nos élus dans nos territoires. Permettons-leur de toujours garder le contact avec une expertise de professionnels que sont les architectes, les ABF, parce que voyez-vous, je crois qu'on charge un petit peu trop la barque de nos élus locaux dans nos territoires, et à un moment donné, moi je connais dans mon territoire des élus... Parce que se passer facilement de la vie, que ce soit les architectes des bâtiments de toute façon, aujourd'hui, on le sait bien, même dans la loi, le maire est souverain dans l'attribution des permis, dans l'octroi des permis de construire. En revanche, ce que la loi aujourd'hui finalement propose, elle dit quoi? Elle dit, écoutez, demain vous le serez encore plus, parce que vous pourrez presque vous passer, je dis presque volontairement pour ne pas froisser certaines sensibilités, de l'avis des architectes des bâtiments de France. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que
demain, lorsque vous serez confrontés, la sollicitation et le poids que l'on va faire peser sur nos élus locaux et sur nos maires sera encore plus fort parce qu'ils n'auront même pas la possibilité de s'adosser à un avis d'experts. Et ça, je pense qu'il faut que nous l'ayons tous en tête. Les maires sont d'accord avec ce que je dis, pas pour les petits dossiers. Pas tous, si vous permettez. Ce qui me paraît extravagant, 400 000 demandes, tous en même temps. L'architecte des bâtiments de France, et le maire pourra donner son avis pour remettre en état un logement insalubre, sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est dans le texte. Par contre, une petite grand-mère chez moi qui veut changer ses volets à un endroit qui n'est pas visible, en bois, pour mettre du PVC, l'architecte des bâtiments de France va dire non. Vous trouvez que c'est logique? Alors, Viviane Artigalas, si vous souhaitez intervenir, allez-y. Non, juste, moi je suis d'accord avec madame. Il y a des moyens de travailler avec les architectes des bâtiments de France. Moi j'étais maire d'une petite commune qui était sous le couvert des bâtiments de France, parce que c'est une commune patrimoniale. Eh bien, ce que je faisais, que ça soit pour moi, parce que moi j'étais pas capable de dire à un moment donné si c'était respectueux de l'environnement, du patrimoine environnemental, de tout ça. Donc vous avez besoin de ces expertises. Voilà, de cette expertise. Ce que je faisais, je conseillais à tous les pétitionnaires d'aller en amont voir l'architecte des bâtiments de France avant de construire le projet et de construire avec l'architecte le projet. Et je pense que ça, c'est la solution. Mais que l'architecte garde après, ça va permettre aussi aux maires d'éviter de faire des bêtises. Ça permet aux maires d'éviter de faire des bêtises. Moi, je suis pas architecte, je suis pas spécialiste du patrimoine. J'ai besoin de conseils en tant que maire, je le dis. Et vous comprenez qu'un architecte qui passe dit aujourd'hui on va mettre des tuiles. Et puis après, le suivant dit non, c'est dégueulasse, on va mettre des ardoises. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est pas écoutez, je le vois. Venez dans ma ville, à Chauvigny, dans la Vienne. En tous les cas, c'est pour ça que la loi a pour ambition de sécuriser les permis de construire, parce qu'il y a toujours cette question des recours dits abusifs. Joël Labbé, là, quelle va être la position du Sénat sur ce point ? Eh bien, il y a des mesures pour limiter les recours abusifs. Oui. Dans l'absolu, dès l'instant que c'est abusif, ça se comprend. Maintenant, il faut faire attention jusqu'où on va ou jusqu'où on ne va pas. Je voudrais revenir quand même sur les bâtiments de France, parce que j'ai été aussi maire pendant trois mandats de ma commune, et j'ai travaillé en bonne intelligence avec les architectes des bâtiments de France, qui étaient mes interlocuteurs. Par contre, ce sont des postes de pouvoir. Et il y a quelques mauvais exemples, il faut le dire, qui faisaient la pluie ou le beau temps sur les territoires. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, Alain, du bois ou du PVC sur un site qui est un site patrimonial, moi, le PVC me dérange. Et il y a du bois extrêmement bien fait en ouverture maintenant. Moi, je défends, OK pour la modernité. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est sur un site qui n'est pas gênant. OK. Alors, un exemple particulier, Martha. Oui, c'est vrai qu'il faut sécuriser de manière générale les permis de construire contre justement ce que je le disais, ces recours dits abusifs souvent des riverains qui freinent finalement toutes ces opérations immobilières. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans le débat de façon générale autour de cette loi-là, c'est qu'on oppose en réalité des compétences qui ne sont pas du tout les mêmes. D'un côté, nous avons les élus locaux et nous avons les maires qui doivent évidemment délivrer et qui sont absolument au fait de ce qui se passe dans leur commune et qui la protègent avec leur savoir-faire. Vous savez, les élus, nous venons d'horizons différents. Et vous avez en face des professionnels que sont les architectes, et les architectes des bâtiments de France le sont également. Et donc, je pense qu'il ne faut pas opposer, il ne faut pas dire oui, faisons sauter ce verrou, parce que les ABF, parfois, nous bloquent dans ce que l'on souhaiterait faire pour nos concitoyens. Le sujet n'est pas là. Monsieur Labbé l'a dit très bien, enfin, mon collègue Labbé. On peut tomber sur un ABF un petit peu, on va dire, plus opiniâtre qu'un autre. Non, pas beaucoup, parce que regardez les chiffres. 400 000 demandes en général, sur une année. Vous avez en général une centaine de recours. Voilà. Ce qu'on voit bien à travers ce débat, Martha de Cidrac, c'est la volonté justement du Sénat de replacer les élus, les représentants des collectivités territoriales au cœur de cet aménagement du territoire. Au cœur de leur responsabilité. Oui. Mais chez moi, il y a une centrale nucléaire. Il y a une dame, je connais bien, elle a construit une piscine à 200 mètres à 1 kilomètre de la centrale nucléaire. L'architecte lui a dit non, madame, pas de bleu, pas de fond bleu. Parce que vue d'avion, c'est un truc, c'est normal, ça? Et c'est fréquent. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas les. Mais c'est fréquent. Quand j'en parle même aux sénateurs, j'ai déposé une proposition de loi. Les sénateurs m'ont dit, beaucoup de sénateurs m'ont dit, on peut pas signer, on est d'accord avec toi parce que. Mais moi, je vais vous citer un autre exemple, mais on si ne vous peut pas permettez. Signer ta proposition de loi
de loi parce que après ils vont nous tacler, ils vont nous embêter. Alors moi, je vais vous donner un contre-exemple. Vous avez aussi parfois des élus qui sont très contents d'avoir un avis défavorable ou nuancé de la part d'un ABF. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils se disent, moi j'ai un peu de mal à refuser ce permis parce que telle personne est très investie dans la ville, parce que si, et je n'arrive pas à lui faire entendre raison qu'il faut, je dis n'importe quoi, peindre ses volets en gris et non pas en vert. Et l'ABF, lui, comme il tranche avec des... Mais écoutez, exemple contre exemple. Donc tout ça, c'est du vécu dans nos territoires. Donc je pense vraiment qu'il ne faut pas opposer les deux. Moi, je suis pour que la consultation de l'ABF reste conforme, enfin que l'avis conforme soit maintenu. D'ailleurs, j'ai déposé des amendements dans ce sens-là, parce que je pense que c'est nécessaire, mais ce n'est pas du tout pour embêter les élus et les maires, bien au contraire. C'est ma conviction intime. Les architectes sont un véritable soutien pour les élus locaux. Oui, on voit bien que le débat en séance va surtout porter sur cette question de finalement qui a le véritable, entre autres, pouvoir entre les élus et les architectes. Sur le fond, on est là encore sur la question d'un service public d'État. Parce que c'est un service public, au service du public, au service des territoires, au service des élus locaux. Vous l'avez très bien dit. Moi, je le répète, cela, je l'ai très bien vécu. Et il y a des fois où il y a lieu de discuter, d'essayer mais en discutant, on y arrive. Par contre, j'ai eu des retours d'exemples absolument inacceptables. Alors, comme je le disais, poste de pouvoir, à chaque fois, il peut y avoir des personnalités qui profitent. On m'a signalé la semaine dernière un refus de panneaux solaires photovoltaïques sur une toiture parce qu'à 200 mètres de là, il y a un menhir qui est enfoui sous des ronces qui n'est pas du tout visible. Et là, je me dis, là, ça ne tient pas. Alors après, avec toute la attention, on ne va pas vous mettre d'accord sur ce plateau. Non, mais les maires sont d'accord avec moi. Sur la question du pouvoir des maires, je crois que c'est pas là qu'est le débat. C'est plutôt avec la confiscation un petit peu, d'autres points, particulièrement avec l'avis du préfet ou avec l'avis le transfert de la compétence aux EPCI. Je crois que là, ce qu'il faut mais c'est pareil avec l'ABF, il faut qu'on travaille non pas sur de la confiscation, mais sur de la co-construction. À tous les niveaux, il faut travailler sur de la co-construction. Mais il ne faut pas... Moi, je suis plus inquiète par le fait qu'on enlève aux maires certaines compétences. Oui, mais le gouvernement vous dit il faut aller vite, il faut aussi lever les freins en matière d'urbanisme, de construction, pour construire plus de logements. C'est aussi l'ambition du projet de loi. Alors, l'un des volets. Oui, allez-y, pardon. Non, oui, mais pas. Il faut construire de qualité, je l'ai redit. Que disait le projet En allant trop vite, on peut aussi faire des logements qui ne sont pas de qualité. De ma part, je ne sais plus si c'était enlevé ou pas, c'est que pour les constructions HLM, on prenait un architecte pour faire la conception, et après, ce n'est pas l'architecte qui suivait les travaux, c'était les équipes des HLM, hein, c'était ça. Martha de Cédric, vous savez qu'il y a eu beaucoup de controverses, des pétitions de la part d'architectes. Quelles sont réellement leurs craintes? C'est qu'on se passe tout simplement de leur avis? En fait, en réalité, aujourd'hui, pour bien bâtir, puisque quand même, je rappelle, puisque cela a été évoqué, l'un des chapitres de cette loi Elan, c'est construire plus, mieux et moins cher. Donc, sur le construire plus, je crois que nous sommes tous d'accord, on a un véritable besoin, mais ça nous renvoie aussi à d'autres questions d'ordre politique. Pourquoi autant de personnes sont éligibles au logement social? C'est quand même une question de base à laquelle un jour il va falloir quand même qu'on s'interroge. Construire mieux, c'est là où je pense qu'il y a un certain nombre de désaccords, parce qu'il y a forcément un aspect un peu subjectif, mais il y a aussi un aspect qui nous renvoie véritablement à la gestion, à l'aménagement du territoire de nos collectivités. Et puis construire moins cher, ça on aura aussi l'occasion d'en parler en hémicycle et de confronter nos différents points de vue. Sur le mieux aujourd'hui, les architectes sont évidemment très inquiets. Moi, j'ai rencontré l'Ordre, j'ai rencontré un certain nombre de mes confrères. Moi-même, je suis architecte, vous vous en doutez bien, je ne peux pas rester indifférente à un tel sujet. Pour construire, il nous faut différentes expertises, il nous faut différentes compétences. Or, commencer à évincer, parce que c'est véritablement ça. On évince dans un certain nombre de process de construction les architectes, que ce soit les ABF, mais que ce soit aussi les architectes tout court. On parlera aussi des concours sans doute et un certain nombre de dispositifs. À partir de là, il faut s'interroger tout simplement. Moi, j'ai envie de dire pourquoi former des architectes aujourd'hui. Martha de Cédric, vous restez avec nous. Je sais que vous devez regagner l'hémicycle. Viviane Artigalas, merci d'être venue. Merci à vous, Alain Fouché. On va écouter aussi l'intervention en séance de Marc-Philippe Daubresse. Il est très critique sur ce projet de loi. C'est le sénateur LR du Nord, écoutez. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, sous l'impulsion du président du Sénat, Gérard Larcher, de vous-même,
Le processus d'élaboration de ce texte a été enrichi par une démarche tout à fait originale à travers la conférence du consensus, qui a été une bonne initiative et qui a permis d'engranger beaucoup de bonnes propositions, mais que nous ne retrouvons pas dans les textes ou dans les prises de position du gouvernement telles qu'elles ressortent de l'Assemblée nationale. Le président Larcher l'avait dit, il faut adopter une approche pragmatique qui prenne mieux en compte les besoins et les spécificités des contraintes et de tous les territoires, et il y a urgence à simplifier les nouveaux dispositifs. Force est de constater que cette loi n'est pas une loi de décentralisation. Notre excellente rapporteure, au fond, l'a dit tout à l'heure, puisque dès ses premiers articles, elle propose de créer de nouveaux outils qui permettent de dessaisir le maire de ses prérogatives et d'introduire le préfet quasiment à tous les articles dans le cadre de grandes opérations d'urbanisme dont l'utilité reste à démontrer après l'échec retentissant des opérations d'intérêt national. Plusieurs autres articles de la loi dénotent une méfiance certaine du gouvernement vis-à-vis des élus locaux, en particulier des maires. Et donc, il y a une nécessité impérative du Sénat de réintroduire le rôle du maire, qui est central dans tout ce qui est l'utilisation et la régulation du droit du sol. Ce texte comprend plusieurs points positifs pour accélérer la construction, notamment la lutte contre les recours abusifs et la lutte contre l'habitat indigne. Mais il manque d'un ingrédient essentiel, je l'ai dit au début et j'en termine par là, la confiance dans les territoires, la confiance dans les élus locaux que nous proposons de réintroduire par plusieurs amendements, alors même que plusieurs gouvernements précédents s'étaient appuyés avec succès sur cette confiance pour réussir et résoudre la crise du logement. Mais c'est vrai, c'était dans l'ancien monde. Voilà pour l'intervention de Marc-Philippe Daubresse. On continue les réactions à ce projet de loi avec vous, Saveria Rojek. Vous êtes avec le sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli. C'est à vous. Bonjour Xavier Iacovelli. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Chef de file, bien sûr, du groupe socialiste sur cette loi Elan. Quelle est votre position, justement, la position de votre groupe sur ce texte, sur la philosophie générale de cette réforme? Écoutez, globalement, on n'était pas contre une réforme sur le logement. On pensait que ça pouvait avoir un sens, effectivement, de construire mieux, construire plus. Mais on voit bien que là, on vient sur un centralisme en fait du logement social, une attaque en règle, effectivement aussi de la droite départementale, la droite nationale et sénatoriale qui fait une attaque en règle sur la loi SRU. Et un gouvernement qui, de son côté, dépossède entièrement les maires de leurs prérogatives et de leur capacité à agir sur le logement social. Alors, précisément sur les prérogatives du maire, les sénateurs, la droite sénatoriale en commission, a tenu justement à préserver une partie de ces prérogatives du maire. Pas seulement la droite sénatoriale, l'ensemble, à l'unanimité de la commission des affaires économiques, nous avons réintroduit l'avis du maire pour justement lui laisser les prérogatives d'avoir la capacité d'agir sur le logement dans sa commune. Ce qui a été enlevé au dernier moment par le gouvernement par un certain nombre d'amendements. Sur le logement, précisément le logement social, puisque c'est votre partie, la partie sur laquelle vous avez travaillé, une des principales mesures, c'est bien sûr de réduire, de faire passer de 8 000 à 40 000 le nombre de logements sociaux vendus par an. Le but du gouvernement, c'est plus d'efficacité, faire en sorte que les bailleurs sociaux mettent en vente plus de biens. Ils se trompent ? Non, mais la réalité, c'est que tout le monde s'accorde à dire que ça n'existera pas. On n'arrivera pas à vendre plus de logements et encore moins atteindre les objectifs de 40 000. Le ministre, d'ailleurs, en off, est plutôt d'accord avec nous sur la capacité des bailleurs de pouvoir atteindre ce chiffre. Et en ce qui concerne la loi SRU, cet objectif de 25% de logements sociaux en 2025, cet objectif, les sénateurs ont décidé d'assouplir. Ils ont touché à la loi SRU. Bien sûr. Mais écoutez, ils essaient depuis 2006, je crois maintenant, de revenir sur la loi SRU. Ça avait valu d'ailleurs un déplacement de l'abbé Pierre à 93 ans en fauteuil roulant à l'Assemblée pour dénoncer des amendements inacceptables. Écoutez, l'abbé Pierre n'est plus là, mais en tout cas, nous, on est encore présents pour dénoncer ces attaques sur le logement social. Il est bien sûr hors de question de revenir sur cette loi SRU, parce que s'il y a des quartiers sensibles, c'est aussi qu'il y a des quartiers insensibles. Et aujourd'hui, avec ces dispositions, avec ces amendements de la droite sénatoriale, on va créer des ghettos de pauvres contre des ghettos de riches. Et donc, il est hors de question de dédouaner les villes qui ne respectent pas leurs engagements. Dernière question sur le handicap. Aujourd'hui, 100%, aujourd'hui c'est la loi, 100% des logements neufs doivent être aux normes. Demain, avec cette loi Elan, ce ne sera plus que 10%. Alors les sénateurs ont tenu à revoir à la hausse ces 10%. La majorité. Voilà, c'est 30%. Votre position là-dessus? Alors nous, on part du principe que
il n'y a pas de négociation possible sur l'accessibilité. Je comprends bien la volonté de la rapporteure Estrosi de trouver un compromis avec le gouvernement qui, lui, était passé à 10%. Sauf qu'on part du principe que l'ensemble des logements doivent être accessibles. C'est une question d'équité, de justice vis-à-vis des personnes porteurs de handicap, vis-à-vis aussi des personnes dépendantes, et la population est vieillissante. Et donc c'est aussi ça. Et donc nous ne transigerons pas sur l'accessibilité, nous resterons sur 100%. Je rappelle d'ailleurs que la France a été rappelée à l'ordre par le Conseil de l'Europe sur cette mesure. C'est une question d'égalité, de dignité, explique la commissaire aux droits de l'homme. Voilà pourquoi nous ne transigerons pas et pas de compromis non plus. Très bien, merci beaucoup. Merci Xavier Iacovelli d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, pour cette nouvelle réaction qui va alimenter le débat, puisqu'on continue d'analyser les enjeux de cette loi Elan en plateau avec de nouveaux invités. Victoire Jasmin, bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice socialiste de la Guadeloupe. Et puis Valérie Létard, bonjour. Vous êtes sénatrice centriste du Nord. On l'a entendu, Xavier Iacovelli critiquer la position de la droite sénatoriale. C'est une attaque en règle contre la loi SRU, nous dit le sénateur des Hauts-de-Seine. Alors, je fais partie des anciens sénateurs. Je ne suis peut-être pas la plus âgée, mais je suis une ancienne de cette maison. Et j'ai fait partie de ceux qui ont permis à l'article 55 de la loi SRU de toujours exister aujourd'hui. Donc, je peux parler vraiment, je vais dire, avec, en sachant que j'ai fait mon devoir et que vraiment, avec ma famille d'idées, on a toujours défendu cette idée. On ne détricote pas l'article 55 de la loi SRU. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'avec le vote du budget 2018, on a largement réduit la capacité des organismes de logement à atteindre ces objectifs. C'est un premier principe de réalité. Le deuxième, je vais vous donner un exemple. On a fait un zonage pour la production de logements. Quand vous faites partie de territoires qui sont en zone non tendue, on vous dit vous avez le droit de rénover, mais vous n'avez plus le droit de construire. Mais quand vous êtes une commune carencée, c'est-à-dire qui ne respecte pas l'article 55, qui est touché par cet article 55 et que vous êtes en zone non tendue. Ça veut dire que vous devez produire des logements neufs alors qu'on vous dit dans le même temps, dans les nouvelles organisations en fait du financement du logement, que dans ces territoires-là, il faut rénover, il ne faut pas reconstruire du neuf. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu sait si je défends ça, il ne faut pas toucher au socle. Mais regardons quand même les incohérences de la loi, les incohérences qui cheminent du fait de toutes ces dispositions qu'on a prises qui sont autant budgétaires. Donc il y a quand même un assouplissement de cette loi SRU. C'est pas un assouplissement, c'est regarder point par point ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Il ne faut pas dire voilà, on veut appliquer l'article 55 partout quand on sait qu'il y a aussi des communes qui ne pourront pas tenir les engagements parce qu'on a fusionné des communes avec la réforme de la carte intercommunale, avec les communes nouvelles. Et quand elles viennent d'arriver dans un périmètre plus important et qu'on leur dit, alors qu'elles viennent de se voir appliquer cette loi, que dans quelques années à peine, elles devront avoir construit des centaines de logements, il faut être réaliste, ça n'existe pas. Donc du pragmatisme, défendons l'article 55 dans son esprit, mais soyons raisonnables et attention à ne pas avoir un décalage entre la réalité et ce qu'on veut faire. Du pragmatisme, ça ne doit pas se faire au détriment de l'application de la loi SRU ? Tout à fait, parce qu'on parle de la loi, mais on ne parle pas des personnes. Il faut humaniser le discours. Il s'agit aussi de cela, parce qu'il y a des personnes dans ces logements. Évidemment. Il y a des personnes qui sont en très grande difficulté, il y a des personnes qui sont en situation très précaire, des personnes qui subissent le chômage de plein fouet, qui n'ont pas les moyens. Donc il faut qu'on parle aussi des personnes, parce qu'on parle des logements. Là, j'ai entendu dans tous les préalables parler des logements, mais très peu de personnes interviennent, notamment dans l'hémicycle, sur ces situations-là. Donc il ne faut pas adapter de façon arbitraire ces situations. Il faut tenir compte de chacun des territoires et il faut repositionner les maires qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent leur commune, qui connaissent les usagers, les locataires. Donc il faut bien positionner les maires, contrairement à ce qui est voulu par ce gouvernement, de centraliser les décisions, de prendre des mesures qui ne seraient pas pertinentes par rapport aux situations réelles des familles, des usagers et de la population dans son ensemble. Donc je crois que Xavier Iacovelli, notre rapporteur, l'a dit, il faut revoir un petit peu la tendance. Ce que veut le gouvernement n'est pas forcément ce que les territoires ont besoin en fonction de là où ils se situent et en fonction de l'offre qu'il y a également et des bailleurs concernés. Alors c'est vrai qu'on a déjà un petit peu abordé ce point justement sur le Sénat qui a souhaité réécrire en commission ce projet de loi gouvernemental en replaçant les élus, les maires au cœur de ces dispositifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Mais quand même sur cette question de la loi SRU, Martha de Cidrac, puisque Xavier Iacovelli quand même s'en prend à la droite sénatoriale, il parle de création de ghettos de riches, ghettos de pauvres. Alors évidemment je ne suis pas d'accord du tout avec cette approche en fait et avec cette analyse. Je rejoins ce que disait ma collègue Madame Létard.
retard. Aujourd'hui, on nous parle en fait de détricotage, excusez-moi, on nous parle d'assouplissement. Moi, je pense tout simplement, là, pour le coup, je reprends votre terme, on est dans du pragmatisme le plus réel, en fait, dans nos territoires. Et nous avons effectivement des territoires où les communes ont déjà fait énormément d'efforts dans ce sens-là et qui sont largement même au-delà de ces mêmes 25%. J'en ai, moi, dans mon arrondissement, et d'autres, effectivement, qui sont qualifiés comme étant carencés. Mais ce n'est pas parce que les maires, on a tendance, là encore, à opposer en disant oui, il y a les gentils maires d'un côté et les moins gentils de l'autre côté, qui ne veulent surtout pas avoir des pauvres. Il y en a qui traînent des pieds quand même, Martha de Cidrac, dans la bien évidemment, mais il y a un certain nombre d'éléments qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas regarder cela uniquement à travers un chiffre. Or, que propose aujourd'hui la commission du Sénat? Elle propose tout simplement qu'en fait, on donne un tout petit peu plus de temps aux communes qui ne sont pas encore, qui n'arriveront pas à tenir ces 25% dans les délais initialement demandés. Ce n'est pas déraisonnable du tout. Qu'est-ce que c'est quelques années de plus quand on sait en réalité l'énergie et le temps que nécessite la construction de logements aujourd'hui dans notre pays? Mais il y a des gens qui sont en attente aussi de logements sociaux, Joël Labbé. Oui, pour moi, il y a une question d'analyse des territoires, parce que le côté uniforme de ce type de mesures, il y a des endroits... D'abord, les élus de mauvaise volonté, il y en a. Cela, véritablement, il faut forcer, surtout sur des endroits où il y a des besoins. Autrement, mon point de vue, je ne veux pas être en posture, c'est de moduler, d'adapter. Moi, j'aime bien la question des objectifs triennaux. Par contre, ça, dès l'instant qu'on se le donne, il faut y arriver. Mais le dire 2025, tout le monde, sachant que ce ne sera pas possible pour certains, moi, là-dessus, je n'ai pas de posture. Je voudrais dire un mot aussi sur la question du logement social. D'abord, que l'ensemble des logements soient adaptable, d'une façon évolutive, et que l'ensemble puisse accueillir, parce que alors, certains handicapés m'ont dit, alors on a notre quota de logement, donc on va être logé, mais on ne pourra pas aller en famille ou chez des voisins, donc le fait qu'ils puissent recevoir, enfin l'ensemble des appartements puissent recevoir, mais qu'ils soient adaptables avec le temps lorsqu'il y a un souci de santé, l'évolution. Mais alors, on a déposé un amendement très précis là-dessus, dès l'instant qu'il y a des étages dans un bâtiment locatif, qu'il y ait forcément un ascenseur. Parce que si le logement aura beau être évolutif, si on ne peut pas y accéder parce qu'on a que des escaliers, là, c'est drôlement important. La question de l'ascenseur résout beaucoup de problèmes. Alors derrière, il y a un coût. Mais malgré tout, on n'y coupera pas si on veut véritablement répondre à cette problématique. Je sais que vous êtes sensible à cette question. Alors on voit la volonté du gouvernement. D'un côté, on met moins de normes, plus de simplification. Mais ça se fait, on le voit parfois, au détriment de certaines catégories de la population, comme les personnes handicapées. Eh bien, tout à fait, et on en vient effectivement, en tout cas ici en commission des affaires économiques, comme vous l'avez dit, à proposer quelque chose qui est un compromis, 30% sur lequel mon groupe a plutôt soutenu la position, parce qu'on partait du principe que quand on parle d'accessibilité, on parle des personnes en situation de handicap, mais plus largement, on parle de perte d'autonomie, on parle des personnes âgées, on parle de toute la population qu'il faut accompagner dans le maintien à domicile. On ne peut pas avoir en même temps un gouvernement qui dit « je veux favoriser le maintien à domicile des personnes âgées » et ne pas avoir mis en place les conditions pour que ce qui représente, et on considère que 30% c'est approximativement la part de la population qui pourrait être concernée. Ça doit être le socle dur. Et après, il y a ce que vous avez dit sur la partie logement évolutif. Bien sûr que j'y suis sensible, au même titre que ce que vous disiez tout à l'heure, madame. On ne peut pas être insensible au fait que chacun a le droit à un toit, à être logé. Après, il ne faut pas se mentir. Il faut dire les choses réellement. Il faut défendre des principes, et vous avez raison, dans l'intérêt des gens. Mais après, comment on met en musique les choses qui permettront de faire concrètement et pas de l'incantation. Et donc, l'évolutivité. Moi, je dépose un amendement, pas pour les ascenseurs, pour dire on y ajoute une chambre. Y ajouter une chambre, on va se dire les choses. Ça veut dire qu'on le rend accessible. Il faut un couloir qui soit assez large. Il faut une porte qui soit assez large pour faire passer un fauteuil roulant. Mais pourquoi je demande ça? Parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est que rendre un logement évolutif. Qu'est-ce que
qu'est-ce que c'est que les petits travaux dont on parle dans le texte de loi? C'est-à-dire, est-ce qu'on va permettre aux bailleurs d'avoir les moyens pour faire les travaux, pour que le jour où une personne qui sera dans un logement dit évolutif puisse aller jusque dans sa chambre, on financera ces travaux. Qui finance ces travaux? Et au travers d'un amendement de ce type, je pense qu'il faut aussi que le gouvernement nous éclaire sur ce que c'est qu'un logement évolutif, quels moyens il va y consacrer, parce que dire le reste sera évolutif, oui, d'accord, mais quand on a diminué drastiquement les moyens des bailleurs, comment on y arrive? Victor Jasmin. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'en fait, il y a cette proposition de loi, mais il n'y a pas les moyens en face. Voilà. Donc c'est compliqué pour les bailleurs, c'est compliqué pour l'ensemble des partenaires et les communes en particulier parce que les maires, ils sont soumis justement, ils sont là, les CCAS sont confrontés aux demandes. Il y a vraiment beaucoup de personnes en fonction du territoire et, qui sont en attente de logement. Il y a des logements qui sont vieillissants, qui ne répondent plus aux normes, qui ont des peintures avec du plomb, qui ont de l'amiante. On sait très bien qu'il y a de nombreux problèmes qui se posent. Et là, il s'agit évidemment de prendre en compte l'ensemble de ces problématiques-là et que, d'un côté, dans cette proposition, on veut faire croire que certaines familles seront en capacité d'acheter le logement, alors que ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont au chômage, qui vivent vraiment, qui sont des handicapés sociaux. En même temps, on veut bien que ces personnes qui seront confrontés à des situations vraiment très disparitaires, parce qu'il y a de grandes disparités sur l'ensemble de notre territoire, ce qui est vrai probablement dans une grande ville, n'allait pas forcément dans les villes un petit peu les plus reculées et qui ont le moins de moyens. Donc il faut qu'on réfléchisse vraiment et qu'on ne fasse pas comme si toutes les communes avaient les mêmes moyens, que tous les maires avaient les mêmes moyens. En plus, pour mieux faire passer ce truc, on veut aussi déposséder les maires, parce que eux, ils connaissent le territoire et ils connaissent les capacités. Donc c'est très compliqué. Et il faut pas. Non, je termine. Il faut pas qu'on fasse croire que c'est banal. C'est très important parce que beaucoup de personnes vont renoncer à des logements là où ils sont pour aller dans des endroits les plus difficiles, les plus compliqués. Et là, le choix du gouvernement qui est annoncé de faire de la mixité, je crois que ce sera donc beaucoup plus d'exclusion qu'on aura à terme. Donc, il faut qu'on soit très méfiant vis-à-vis de cette proposition. Oui, on peut arriver à des objectifs contraires finalement, des objectifs initiaux. C'est un risque, Martha de Sidrec. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur la notion de logement adaptable. C'est tout à fait quelque chose de fondamental. Et là encore, excusez-moi, mais je reviens sur les expertises et les compétences que l'on doit avoir autour de la table pour pouvoir savoir si un logement est adaptable ou pas. Les architectes, les professionnels. Parce que, Madame, vous avez évoqué la possibilité éventuellement d'abattre une cloison pour créer une chambre supplémentaire. Ça paraît facile comme ça, sauf que si vous avez toute votre électricité qui passe, si vous avez un certain nombre d'éléments qui passent, qui devient structurel, ça, bien évidemment, il n'y a guère qu'un professionnel qui pourra vous prévoir ces aspects-là dans un cadre tout à fait aujourd'hui connu, à travers des plans de récolement, à travers un certain nombre d'outils que les architectes ont et qui sont pour le service de leur maître d'ouvrage, les élus, les maires, les bailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle je partage ce qui a été dit autour de la table. L'humain est au cœur, mais pour que cet humain puisse bien vivre et appréhender ces espaces que l'on construit pour lui, il nous faut toutes les compétences autour de la table et toutes les sensibilités humaines, comme vous l'avez évoqué, Madame Jasmin. Joël Labbé, on parlait tout à l'heure de ce choc d'offres que veut créer le gouvernement. Les professionnels pensent bien que ça ne va pas fonctionner, qu'au contraire, justement, le marché de la construction neuve s'est ralenti ces 3 derniers mois notamment. Oui, choc d'offres. Alors, on a un gouvernement de choc qui veut provoquer des chocs. Et à une vitesse terrifiante quelque part pour nous qui sommes au cœur des débats. On a du mal véritablement à suivre. On aurait besoin de se poser, on aurait besoin de consulter beaucoup plus des experts qui aient des études d'impact. Alors effectivement, il y a situation d'urgence, mais à aller d'une façon trop précipitée, on le sent là, il y a des choses qui ne sont pas abouties. On risque encore de prendre des décisions qui ne permettront pas d'atteindre les objectifs. Parce que derrière cela, il y a du fondamental. Ça fait combien? Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est dessus, les textes se succèdent et on se retrouve toujours en situation difficile, véritablement. Alors, si du choc il faut, eh bien, il faut se donner le temps pour faire en sorte que cette politique, au sens le plus noble du terme, puisqu'il touche à l'humain, eh bien, elle soit bien pensée, bien menée et bien prévue pour l'avenir. Valérie Létard, c'est vrai qu'il y a eu bien des lois successives concernant le logement et on a toujours cette situation, on le rappelait, de saturation du marché de l'immobilier
d'impayés, de mal logement aussi, de gens en attente de logement, dans la précarité. Et oui, il y a toujours énormément malheureusement de personnes et de familles qui sont en attente dans les zones tendues, mais aussi dans des zones appelées non tendues. Parce que aussi, désolé d'être un peu barbare, mais c'est ce qui s'impose à tous les élus locaux qui doivent faire face à ça et à tous les bailleurs, car de ces zonages dépendent les autorisations et les financements que vous allez obtenir pour répondre aux objectifs. Et quand on parle depuis tout à l'heure des collectivités qui ont été mises un petit peu hors du jeu, car ce qu'on voit dans cette loi, c'est deux choses. D'abord qu'on fait une loi parce qu'il faut bien tirer les leçons de la réduction du budget de l'État en direction des bailleurs. En tout cas, d'un effet mécanique qui fait que l'autofinancement, la capacité des organismes de production de logements sociaux ont perdu beaucoup de moyens. Et donc, pour trouver une autre solution, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on propose de vendre les logements pour pouvoir faire des fonds propres. C'est-à-dire générer de l'argent qui rentre dans le budget des organismes de logements sociaux pour reproduire des logements. C'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on vend du logement locatif pour construire du logement locatif. Les engage un peu trop, c'est ce que vous dites. Et le problème, c'est qu'on vend du patrimoine, on ne demande pas l'avis des collectivités locales qui pourtant garantissent les emprunts, cofinancent les logements, et on leur dit, ça c'est l'affaire de qui ? Des bailleurs en accord avec l'État qui décident, les collectivités, sauf à ce que le gouvernement accepte de maintenir ce que le Sénat vient de faire, c'est-à-dire demander qu'on respecte l'avis des collectivités. C'est-à-dire si un bailleur veut vendre un logement pour faire de l'autofinancement, il doit avoir l'accord du maire, ici au Sénat. Mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. Si le gouvernement ne maintient pas ça, tout se fera sans l'avis des communes. Mais quand on vend un logement, il y a un deuxième sujet. On vend le logement pour générer de l'argent, pour produire d'autres logements où ? Pas forcément là où on l'a vendu. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des zones qui aujourd'hui ont à peu près suffisamment de logements sociaux pour répondre aux besoins, qui pourraient devenir des zones tendues. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas assez, parce qu'on a vendu des logements et qu'on ne reconstruit pas chez eux. Ce qu'on veut dire, nous, on revient à ce que vous avez dit. Une politique de l'habitat et du logement qui se fait sans les élus locaux, qui sont les garants de la bonne prise en compte des besoins de ses concitoyens pour lesquels il a mis de l'argent, il garantit, il veille aux équilibres, eh bien ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable. Et nous ici au Sénat, on a les uns et les autres des amendements qui visent non pas à dire tout pour les collectivités, dire qu'on n'a jamais raison tout seul et qu'un État, il ne peut pas comprendre les spécificités territoriales. PACA, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas le littoral, c'est pas la montagne. Et donc le bon sens, c'est quoi ? L'État, il fixe le cap, mais il fait ça avec les collectivités, il leur laisse un peu de souplesse, et il doit y avoir une contractualisation entre les deux. Bien passé, Valérie Létard. Avant de se quitter, je veux aussi qu'on dise un petit mot de la loi littorale, puisque ça fait l'objet d'une motion cet après-midi dans l'hémicycle. Vous avez peur, vous redoutez, Joël Labbé, et puis même question pour vous, Victor Jasmin, finalement, qu'on s'éloigne des objectifs de préservation jusqu'ici permis par cette loi littorale ? Oui, la loi littorale, c'est quelque chose de sacré qui a fait ses preuves et qui a joué son rôle. Maintenant, chaque fois, je n'ai pas envie d'être en posture. Et au final, ce qui s'est passé, le texte qui est sorti de l'Assemblée, notamment sur la question des dents creuses, qui pose un vrai souci, notamment en Bretagne, ce qu'il fallait, c'est que ce soit extrêmement cadré, qu'il n'y ait pas d'extension, mais que la dent creuse définie, elle puisse être urbanisée. Pour moi, ça tient ça. Je vais défendre l'écriture du texte de l'Assemblée. Je vais même y rajouter par amendement la possibilité dans les espaces proches du littoral. C'est très délicat, d'autant plus pour un écologiste. Mais un écologiste qui défend l'alimentation de proximité, la possibilité de serres, de maraîchers sur les espaces proches du rivage, mais d'une façon extrêmement encadrée avec les différentes commissions, le préfet, paysage et tout ça, de telle sorte qu'on ne soit pas non plus dans la posture fermée, mais par contre tout ça d'une façon extrêmement encadrée. Donc voilà la position que j'aurais par rapport à ça. Oui. Alors c'est particulier et particulièrement dans les Outre-mer parce que nous sommes entourés d'eau. Nous sommes pratiquement toutes les communes, toutes les villes ont une partie vers le littoral. Donc c'est très très délicat. Il ne faut pas que le gouvernement fasse n'importe quoi, qu'il autorise n'importe quoi parce que nous sommes dans une démarche avec les différentes COP 21, 22, 23. Nous sommes là. Il y a toutes les problématiques qui sont liées
aux risques naturels majeurs également qu'il faut prendre en compte. Il y a également les difficultés que rencontrent ces territoires. Il y a l'agence des 50 pages géométriques qu'on a chez nous. Il va falloir prendre en compte aussi cette dimension, mais aussi la dimension par rapport aux assureurs. Quand on regarde ce qui s'est passé à Saint-Martin, qui est une île au milieu de l'eau. Donc il va falloir prendre avec les mesures qu'il faut, les mesures nécessaires, cette partie qui me semble vue, je ne sais pas d'où, mais qu'il faut vraiment faire attention. On doit protéger nos littoraux, on doit protéger l'ensemble du territoire national, certes, mais les outre-mer ne doivent pas être exclus dans la réflexion parce que nous devons aussi protéger le patrimoine de chez nous et nous voyons de plus en plus avec le réchauffement climatique les conséquences des ouragans. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse n'importe quoi à travers cette loi. Le message est passé. Merci à vous Victor Jasmin, merci Valérie Létard, merci Joël Labbé, merci Martha de Cidrac pour un avant-goût des débats qui auront lieu cette semaine dans l'hémicycle. On va retrouver Tam Tranui tout de suite puisque l'agenda parlementaire, on disait, est bien chargé cette semaine. Et puis, il y aura ce soir cette proposition de loi qui vise à encadrer l'utilisation du téléphone portable. Tam, qu'en est-il exactement ? Eh bien, écoutez, c'est un texte qui a été signé La République En Marche, qui a déjà été adopté à l'Assemblée nationale début juin. Il part du constat que 93% des 12-17 ans ont un téléphone portable. Ce sont là des chiffres de 2016 et que cela a un impact direct sur les établissements scolaires avec de nombreux dysfonctionnements qui sont incompatibles avec l'amélioration du climat à l'école. Et cette fois-ci, eh bien, le Sénat est vraiment sur la même ligne que l'Assemblée nationale, mais le Sénat est allé encore plus loin. Le texte original prévoit que les écoles et les collèges vont pouvoir interdire aux écoliers et aux collégiens l'utilisation des téléphones portables dans tout ou partie de l'enceinte scolaire. En commission, cela a été étendu aux lycéens. Alors la présidente de la commission de la culture et de l'éducation, Catherine Morin-Desailly, a bien dit qu'elle n'était pas anti-nouvelles technologies, mais que les élèves doivent pouvoir avoir du recul et utiliser les nouvelles technologies en connaissance de cause et qu'il faut sanctuariser un véritable cadre de travail, d'apprentissage. La présidente de la commission de la culture qui est favorable pour aller encore bien plus loin pour les tout petits. Elle veut aussi prévenir les effets néfastes des écrans et propose aux fabricants de matériel de mettre de façon spécifique sur leur emballage tous les effets que cela peut avoir pour les enfants les plus jeunes. Merci à vous Tam pour toutes ces précisions et pour poursuivre sur ce thème la réaction de Stéphane Piednoir, sénateur LR de Maine-et-Loire. C'est lui le rapporteur de cette proposition de loi et il est à vos côtés, Saveria Rojek. Bonjour Stéphane Piednoir, merci de répondre à nos questions. Pourquoi les sénateurs ont décidé d'aller encore plus loin que les députés en étendant cette interdiction des téléphones au lycée également ? Alors, le texte initial visait effectivement les écoles primaires et les collèges. Par cohérence, j'ai souhaité, au sein de la commission culture, éducation et communication, apporter un amendement sur l'extension au lycée, mais qui est un dispositif tout à fait particulier, propre au lycée, un dispositif ad hoc, qui est en fait au sein de la communauté éducative de reconstruire un règlement intérieur qui prévoirait, si la communauté en est d'accord, une interdiction. Donc c'est une autorisation d'interdire en quelque sorte. Mais parce que l'usage du téléphone pour les lycéens est tout aussi nocif qu'elle ne l'est pour les collégiens et les écoliers ? Oui, bien sûr, et on sait qu'avec l'âge, la durée d'exposition aux écrans et l'addiction sur les téléphones va grandissant. Donc effectivement, ça nous paraît intéressant de pouvoir l'étendre au lycée. Encore une fois, c'est pas une interdiction de principe, c'est au règlement intérieur à fixer les conditions d'interdiction. En quoi l'usage du téléphone dans l'enceinte de l'école est nocif ? Je rappelle que 93% des 12-17 ans ont un téléphone. Alors il faut distinguer d'abord peut-être ce qui se passe en classe et ce qui se passe à l'extérieur. En classe, les auditions ont montré qu'il y a une perte d'attention. On ne peut raisonnablement pas être à la fois attentif à ce que dit le professeur et envoyer un message sur son portable. Et puis à l'extérieur, dans les cours d'école, c'est aussi un enjeu de sociabilité de nos jeunes. On voit que partout dans les établissements où cette interdiction a été mise en place, il y a un retour d'une socialisation des jeunes, retour des jeux extérieurs par exemple, les jeux de ballon, c'est dans l'air du temps. Comment rendre cette interdiction effective ?
C'est simple, il y a un règlement qui s'impose à tous les lycéens. Un lycéen ou un collégien signe en entrant dans l'établissement ce règlement intérieur. Il s'impose à lui, comme plein d'autres dispositions. Les horaires de cours, par exemple, ça en fait partie. Donc un jeune accepte ces dispositions quand il entre dans un établissement. C'est aussi simple que ça, en fait. Est-ce qu'il faut, selon vous, donner plus de moyens aux chefs d'établissement pour les aider à gérer cette question ? Oui, absolument. Et c'est aussi l'autre point sur lequel on a voulu vraiment avancer au sein de la commission, c'est-à-dire faire vraiment confiance aux chefs d'établissement pour mener un débat au sein de leur établissement et pour voir les limites d'une interdiction qui peut être, avec ce texte, qui pourra être partielle ou totale sur l'ensemble de l'enceinte. Mais concrètement, comment vont-ils faire, ces chefs d'établissement, pour interdire les téléphones? Ils vont les confisquer avant le début des cours? Oui, ça demande de l'organisation, des moyens? Alors, on n'est pas allé sur un luxe de détails qui consisterait par exemple à promouvoir un système de confiscation avec des casiers à l'entrée. Je pense que ça, c'est vraiment propre à chaque établissement. Si un chef d'établissement souhaite le faire, pourquoi pas. Mais il y a des solutions plus simples qui consistent par exemple à dire on éteint complètement le téléphone pendant toute la durée de la journée scolaire, pas seulement les cours, la journée scolaire. Et s'il y a entrave à cette disposition, bien, il y a sanction, et la sanction, c'est la confiscation. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria. Il aura fallu 5 jours de débat au Sénat pour adopter la loi Pénicaud qui réforme l'apprentissage et la formation professionnelle, mais aussi le régime d'indemnisation de l'assurance chômage. Le texte a été adopté par 205 voix pour, 113 contre. Alors retour sur les modifications votées en séance par la Haute Assemblée avec Flora Sauvage. Inquiet face à la volonté du gouvernement de donner plus de responsabilités aux branches professionnelles dans la gestion des centres de formation des apprentis, les sénateurs ont rectifié le tir en redonnant des compétences aux régions. On a replacé dans un certain nombre de domaines, notamment l'investissement ou bien dans le fonctionnement des CFA, la place de la région. Je crois qu'une collectivité territoriale, même si on n'a pas eu tous les résultats escomptés, a un savoir-faire, et ce savoir-faire, il va être à la disposition des branches professionnelles, et c'est ensemble qui réussiront davantage ce pari. Un copilotage qui, selon les sénateurs de l'opposition, n'était pas nécessaire. C'est pas la peine de rajouter du copilotage, ça va être de la perte de temps, c'est peut-être même des situations de blocage que moi je peux craindre. Si on met en adéquation le jeune, l'entreprise et le CFA qui fera le lien entre eux, on crée les vraies synergies de demain. On ne peut pas être idéologique quand on veut créer de l'emploi. Autre modification apportée au texte, les sénateurs ont supprimé le bonus-malus sur les cotisations patronales à l'assurance chômage afin de limiter l'usage des contrats courts. Et sur le handicap, le Sénat a porté à 250 salariés au lieu de 20 le seuil des entreprises devant obligatoirement embaucher 6% de travailleurs handicapés. Il a dans le même temps rétabli les incitations faites aux employeurs, supprimées par le gouvernement. Mais le point le plus sensible, lors de la commission mixte paritaire qui aura lieu ce soir, c'est bien la question de l'assurance chômage. Et justement, on va retrouver Tam Tranui, toujours en tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Tam, comment se sont terminés ces débats sur le projet de loi Avenir professionnel, puisque Flora Sauvage le rappelait, il y a eu des crispations au début de la séance. En cause, ces annonces d'Emmanuel Macron sur l'assurance chômage. Il reçoit demain les partenaires sociaux. Et oui, cela a beaucoup fâché les sénateurs, cette intervention d'Emmanuel Macron devant le Congrès la semaine dernière, lorsque le président de la République a demandé aux partenaires sociaux de renégocier l'assurance chômage, ce qui a percuté de plein fouet l'un des volets du projet de loi débattu au Sénat. Un manque de respect que les parlementaires n'ont pas apprécié, ils l'ont beaucoup répété lors des discussions. Ils ont encore tenu à le souligner à la fin des débats. Écoutez le rapporteur LR, Michel Foristier. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait un travail important dans des conditions qui étaient assez difficiles, compte tenu de l'arrivée de ce texte à un moment où la démocratie veut changer, le gouvernement veut changer les lignes par une réforme constitutionnelle. Ça veut dire aussi que quelques signaux ont été envoyés un petit peu à contre-courant et il faudra que le gouvernement nous donne des gages, notamment en ce qui me concerne sur le pouvoir du Parlement. Michel Foristier est assez allusif, mais il est très clair qu'il n'a pas apprécié le discours du chef de l'État. Au contraire, en gouvernement et dans les rangs de la République en marche au Sénat, on juge que la Chambre haute s'est arc-boutée pour des raisons de forme. On reproche à Emmanuel Macron d'être un président jupitérien qui n'a que faire des syndicats. Voilà qu'il redonne donc la main aux partenaires sociaux. Et là, on lui reproche de ne pas respecter les parlementaires. Écoutez Martin Lévrier qui ne comprend pas très bien le raisonnement de la majorité sénatoriale.
Vous avez privilégié la forme et uniquement la forme et absolument pas le fond. Vous reprochez au gouvernement de la verticalité. Par cet amendement, on recrée de l'horizontalité. Donc permettez-moi d'être très très étonné de votre démarche. Vous prononcez des mots très forts à l'encontre du gouvernement et sa verticalité. Quand il propose de l'horizontalité, vous la rejetez en bloc. Opposition claire, donc il y a plusieurs divergences de fond sur ce texte. Beaucoup tout à l'heure dans l'hémicycle ont espéré arriver à un accord en commission mixte paritaire, sauf que cette réunion entre députés et sénateurs a lieu à 19h30 tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Elles n'ont donc pas pu être préparées correctement par les parlementaires. On voit mal comment ils auraient pu négocier des compromis en amont. Cette réunion n'est donc pas très bien partie. Merci à vous, Uta, mais on reviendra bien sûr largement demain sur cette commission mixte paritaire et cette réunion à l'Elysée des partenaires sociaux avec le chef de l'État. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est l'épreuve de vérité, l'émission politique de la rédaction. Invité ce soir, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Très bonne soirée à tous et à demain.